Un simple appel d'urgence brisa la nuit comme un éclat de verre. La sonnerie du central lui sembla plus nette que d'habitude, comme si elle portait un sens qui n'était pas que professionnel. Jean bifurqua dans la rue mouillée, sirène en sourdine, pensait déjà à la fois ailleurs et tendu vers l'instant présent. Une autre intervention, une autre course. Pompier depuis 15 ans, il avait appris à écouter la ville respirer. Cette nuit, la respiration contenait une plainte qu'il n'arrivait pas à nommer. La banlieue s'offrait sous un voile de pluie, lampadaires diffusant des halos jaunes, flaques renvoyant des étoiles de néon. À l'intérieur du véhicule, l'équipe parlait à voix basse. Marc, le chef de l'équipe ce soir-là, faisait les calculs de routine, équipement, dotation, rôle de chacun. Jean, lui, coupait mentalement la distance qui le séparait toujours des familles dont il croisait l'urgence. Il savait que son métier impliquait de dépêcher les corps et d'apaiser les cœurs, souvent dans le même souffle. Il savait aussi la règle implicite, rester professionnel, ne pas se laisser happer. Il l'avait respectée jusqu'à ce que la porte de la chambre d'isolement s'ouvre sur un visage dessiné par la fatigue et la peur. L'ambulance avait transporté une femme d'une 50aine d'années, surveillée par une ASVP, puis enregistrée au service des urgences d'un hôpital psychiatrique, le protocole imposant une prise en charge médicale avant toute autre décision. Elle était seule sur son brancard, les yeux clairs, et portait un gilet élimé. Sur la table de chevet, un carnet plié, un stylo, quelques feuilles froissées. Sur la couverture, un petit trait où quelqu'un avait dessiné une silhouette d'enfant. Elle observait Jean comme si elle l'attendait depuis longtemps. Il posa la main, mécanisme simple de tout professionnel, rassuré, stabilisé, mesuré. « Je veux juste revoir mon fils ». Sa voix était basse, plus proche d'une supplique que d'une plainte. Il n'y avait ni accusation ni plainte dans cette phrase, seulement une vérité directe et élémentaire. Jean sentit le monde se resserrer autour de ces quelques mots. Le protocole s'est imposé avant la compassion. « Madame, nous allons vous prendre en charge médicalement. Il faut remplir ces formulaires, attendre l'évaluation psychiatrique. » La responsable de l'étage énuméra les étapes avec la précision du papier. Personne ne nia la douleur, mais il y avait des procédures, des barrières écrites et invisibles. L'ASVP indiqua que la patiente, détenue récemment libérée sous contrôle judiciaire, n'avait pas de droit de visite ordonné, que la garde de l'enfant relevait du juge des enfants et des services sociaux. Les mots impossibilité, sécurité, protocole tombèrent comme des verdicts froids. Jean regarda la femme de plus près, une cicatrice discrète au-dessus du sourcil, la peau marquée d'une vie pas tendre, mais des mains étonnamment douces. Sur la table de chevet, un carnet plié, un stylo, quelques feuilles froissées. Sur la couverture, un petit trait où quelqu'un avait dessiné une silhouette d'enfant. Elle observait Jean comme si elle l'attendait depuis longtemps. Il posa la main, mécanisme simple de tout professionnel, rassuré, stabilisé, mesuré. « Je veux juste revoir mon fils ». Sa voix était basse, plus proche d'une supplique que d'une plainte. Il n'y avait ni accusation ni plainte dans cette phrase, seulement une vérité directe et élémentaire. Jean sentit le monde se resserrer autour de ces quelques mots. Le protocole s'est imposé avant la compassion. « Madame, nous allons vous prendre en charge médicalement. Il faut remplir ces formulaires, attendre l'évaluation psychiatrique. » La responsable de l'étage énuméra les étapes avec la précision. Personne ne nia la douleur, mais il y avait des procédures, des barrières écrites et invisibles. La SVP indiqua que la patiente, détenue récemment libérée sous contrôle judiciaire, n'avait pas de droit de visite ordonné, que la garde de l'enfant relevait du juge des enfants et des services sociaux. Les mots impossibilité, sécurité, protocole tombèrent comme des verdicts froids. Jean regarda la femme de plus près. Une cicatrice discrète au-dessus du sourcil, la peau marquée d'une vie pas tendre, mais des mains étonnamment douces. Entre deux respirations, elle récita des détails sur son fils, un prénom qui devint toute la géographie de la pièce, Léo. Elle le décrivit comme un garçon qui collectionnait les cailloux brillants, qui aimait manger des tomates cerises quand personne ne regardait, qui inventait des petites chansons pour faire rire les oiseaux. Ces images simples, presque banales, faisaient sa force. Elles firent naître en Jean une sensation familière et douloureuse. Il était père et avait dans sa poche une photo de Léo, le petit garçon de sa vie, prise la semaine précédente à la sortie de l'école, un sourire figé et gêné, un pantalon taché de boue.
La maternité disait des évidences. Entendre une femme en détresse prononcer le nom d'un enfant activait chez lui des ressorts que l'uniforme peinait à recouvrir. De retour au camion, la rue semblait plus étroite. Il ne pouvait pas oublier le visage d'Amélie. Il apprit son prénom ce soir-là, comme si 3 syllabes suffisaient pour la tirer hors de l'anonymat. Dans la cabine, Marc feignit la légèreté. « C'est le lot de la nuit, on prend et on laisse au service. » Mais Jean savait que laisser au service ne signifiait pas résoudre la douleur d'une mère. Il sentit l'élan de quelque chose en lui qui dépassait la course. Peut-on, en restant dans les marges de sa fonction, favoriser le moindre geste d'humanité sans trahir la discipline? C'était une question qu'il avait déjà rencontrée, mais qui revenait parfois, plus aiguë, plus insistante. La maison attendait avec une lumière tamisée, des jouets épars dans le salon, une odeur de soupe qui montait de la cuisine. Claire, son épouse, était adossée à l'évier, les mains dans l'eau, la tête penchée. Elle leva les yeux quand il entra, et dans ce regard il lut tout de suite la lecture des signes, fatigue, enquête silencieuse, disponibilité. Léo dormit déjà dans sa chambre, son visage encore marqué par la journée d'école. Claire connaissait Jean mieux que les autres. Elle savait qu'il ramenait parfois avec lui des histoires qu'il ne racontait pas, des regards qui revenaient le hanter, et qu'il posait parfois des gestes qui, sur le moment, lui semblaient évidents, mais qu'il devait ensuite mesurer dans la durée. « Elle a dit le nom de son fils », raconta-t-il en enlevant sa veste, voix brève comme pour partager un propos à la fois doux et dangereux. Les mots s'alignèrent. Claire écouta sans surprise. Elle savait que Jean n'était pas indifférent aux requêtes qui touchaient au tissu familial. « Alors » demanda-t-elle simplement. Jean trouva aussitôt le récit d'un homme qui doit à la fois être père et gardien d'un cadre. Il se sentait coupable de la facilité avec laquelle il s'identifiait à la supplique d'Amélie. Claire posa une main sur son épaule. Le geste disait « Tu peux sentir, tu ne dois pas agir comme un fou ». Elle connaissait le terrain, elle connaissait Marc et la hiérarchie. Elle savait aussi que certaines actions n'étaient pas seulement une question de courage individuel, mais de conséquences familiales. Jean réfléchit à haute voix. « Si c'est juste une demande humaine, pourquoi est-ce si ardu ?» Ils parlèrent tard, à voix basse, en mesurant les mots. Claire fit ce qu'elle savait faire le mieux. Elle ordonna la chaîne des possibles. « Tu vas te renseigner. Tu vas demander à l'hôpital quelle est la procédure. Si c'est légalement envisageable, tu le feras. Si ce n'est pas possible, on trouvera une alternative, une façon de rendre ce souhait réel sans te mettre en difficulté. » Sa fermeté était douce. Elle n'éteignait pas le feu qui brûlait dans Jean, mais il savait qu'elle le ramènerait à des choix calculés. Les nuits des pompiers n'étaient pas faites pour les longues méditations, mais Jean ne réussit pas à dormir. Des images vinrent, Léo courant dans un parc, un dessin de cailloux brillant, Amélie tenant un couteau de cuisine pour couper des tomates, puis les jeter en riant, petites scènes presque inoffensives qui prenaient une lourdeur tragique quand on les replaçait dans la bouche d'une femme qui disait qu'elle avait peut-être peu de temps. Il se leva, écrivit quelques notes sur un carnet et trouva un vieux message sur son téléphone, le numéro de Nathalie, une assistante sociale qu'il avait rencontrée lors d'une intervention. C'était le fil ténu par lequel il pensait pouvoir commencer. Le lendemain, Jean retourna à l'hôpital en dehors de ses heures. Il usa de la neutralité de son statut. Il n'alla pas en civil, mais parlant en tant que citoyen, père de famille, pompier inquiet. Nathalie l'accueillit dans un bureau éclairé par une fenêtre qui regardait la cour. Elle avait dans sa voix l'usure de ceux qui naviguent entre dossiers et vies humaines, mais aussi une capacité à repérer la sincérité. « Amélie a des antécédents de désocialisation », dit Nathalie en ouvrant le dossier. Elle parlait avec des précautions techniques, pesant chaque terme. Elle a eu des épisodes de consommation, des ruptures avec des structures d'accompagnement. Il y a eu des signalements, certes, mais il y a aussi une relation maternelle qui ne s'est pas effacée. L'enfant vit aujourd'hui dans une famille d'accueil. Toute visite doit être validée par le juge des enfants. Jean nota les mots et chercha les failles possibles. « Une visite encadrée ? Une visioconférence ?» demanda-t-il. Nathalie haussa les épaules. « Tout est possible sur le plan théorique, si l'autorité compétente le permet, mais il faut du temps, des papiers et surtout l'accord des parties. Il y a des risques, notamment pour l'enfant, qu'il ne faut pas minimiser. » Ce furent des heures de bureaucratie, de numéros, d'emails. Jean s'aperçut vite que la compassion avait un prix administratif. Formulaires à remplir, évaluations à produire, attestations à demander.
Chaque personne contactée fit preuve d'un mélange de curiosité et de prudence. Certains le poussèrent vers la solution la plus simple, la visioconférence, jugée moins risquée mais aussi moins vraie. Jean craignait qu'un écran ne suffise pas à raconter la totalité d'une mère. D'autres, plus rigides, le rappelèrent aux règles. Il appela Marc pour dire où il en était. La conversation fut courte et piquante. Marc, solide dans ses convictions, ne cachait pas son agacement pour ce type d'investissement émotionnel qui, selon lui, risquait de créer des précédents. « On est pompier, Jean, on doit sauver des vies, pas négocier des droits de visite. » Jean sentit la résistance de son collègue comme un rappel du monde professionnel. Pourtant, Marc dit aussi, sans le vouloir peut-être, un élément qui servit à Jean. « Si tu vas assez loin, fais-le proprement, qu'on ne dise pas que tu as contourné quoi que ce soit. » Cette mise en garde devint la règle d'or de Jean. Il entreprit tout dans le cadre. Demande formelle de médiation, courriers à l'Office de protection de l'enfance, contact avec l'équipe juridique de l'hôpital pour organiser une rencontre encadrée ou une visioconférence autorisée par le juge. Il collecta des témoignages, notamment d'une infirmière, Isabelle, qui avait connu Amélie lors d'une campagne de vaccination communautaire. Isabelle accepta d'écrire une lettre décrivant une part d'humanité rarement visible dans un dossier. « Elle chantait parfois pour calmer les enfants du quartier », écrivit-elle. Ce n'était pas la preuve d'un droit de visite, mais c'était un morceau de récit qui humanisait. Au fil des jours, Jean se heurta à plus que des formulaires. Il sentit la résistance de l'opinion publique, parfois anonyme et brutale. Une publication locale relayée sur un forum évoqua la question d'accorder des droits à des personnes socialement dangereuses. Les commentaires s'enflammèrent, parlant d'irresponsabilité, de laxisme et quelques-uns d'indignation. Jean lisait en silence. Ces voix représentaient une partie du monde qu'il connaissait bien, la peur que la miséricorde soit synonyme de faiblesse. Mais dans ces mêmes fils, d'autres voix s'élevaient, prêtes à croire qu'un dernier regard pouvait avoir un effet réparé, si ténu soit-il. Les semaines qui suivirent se tissèrent de petites victoires et de reculs. Une demande de visioconférence fut acceptée provisoirement, mais la date proposée coïncidait avec un stage obligatoire pour Jean. Il fit tout pour être présent, arguant de l'importance humaine. Il sentit que chaque pas en avant devait être gagné avec sérieux, dossiers impeccables, attestations validées et un cadre légal respecté. Claire, toujours là, fit office de secrétariat personnel. Elle relut les documents, contacta des associations d'aide aux familles et tenait Léo à l'écart des jugements, le protégeant de la complexité du monde des adultes. La figure d'Amélie s'épaississait dans l'imaginaire de Jean. Il imaginait sa voix, la calligraphie du carnet qu'elle avait gardé, les odeurs d'un appartement éventuel où se tenait une vie de menus événements. Il eut envie, parfois, de la sauver de son propre dossier, d'en faire une image simplifiée, une victime de circonstances, une mère honorable malgré la chute. Mais il se retint. Il savait que la dignité d'une personne n'éclaire pas son passé à elle seule. Il faut comprendre. Un jour, une ligne de l'email de la préfecture changea tout. Il fut informé qu'une session de réexamen allait se tenir, non par miracle, mais parce qu'un agent du service de l'enfance avait jugé la question suffisamment sensible pour être soumise à une commission de soins et de réinsertion. Ce n'était pas la justice pénale, c'était une instance administrative où l'on pouvait plaider le cas humain d'une façon mesurée. Une porte s'ouvrait, minuscule, mais réelle. Jean sut alors qu'il devrait parler en public. L'idée lui inspirait autant de crainte que de responsabilité. Il n'était pas avocat ni travailleur social, il était pompier. Mais son métier l'avait rendu bon témoin de la fragilité humaine. Il passa des nuits à préparer ses mots, à trier les pièces d'un dossier qui ne tiendrait pas uniquement sur des documents, mais sur des témoignages. Il demanda à Isabelle de témoigner, à Nathalie d'exposer le statut médical d'Amélie, à Claire d'apporter la voix du terrain associatif. Il travailla à convaincre les membres de l'équipe qu'il n'agissait pas pour faire dérailler la procédure, mais pour construire un cadre sûr. Le jour où il remit le dossier à la commission, son cœur battait d'une manière nouvelle, non pas d'adrénaline due à une intervention, mais d'anticipation d'un face-à-face institutionnel. Il connaissait les risques, qu'on le taxe d'angélisme, qu'on questionne sa neutralité, et il les accepta comme un prix possible du geste. La salle où se réunirait la commission était claire et froide, des chaises alignées, des visages professionnels concentrés sur des papiers. Jean était petit face à cette mécanique, mais il avait avec lui un ensemble d'histoires, la chanson qu'Amélie chantait dans le parc, la photo de Léo, la lettre d'Isabelle, la note d'évaluation psychologique.
Il savait que la force d'un plaidoyer réside parfois dans la capacité à rendre visible une personne aux yeux d'autres personnes. Avant d'entrer, il prit un instant pour regarder la ville. Le ciel était dégagé, les premiers rayons pâles effilant l'horizon. Il pensa à Léo, à Claire, à Marc, à tous ceux qui, dans un sens ou un autre, le regarderaient. Puis, il poussa la porte. Si cette histoire vous touche, restez avec nous pour découvrir ce qui se joue dans cette salle où l'on décide de la possibilité d'un dernier regard. La porte claqua derrière lui. La salle de la commission sentait le papier et le nettoyant, un mélange froid qui annulait toute chaleur. Des dossiers empilés formaient des petites montagnes sur la table centrale. Des stylos cliquetaient de façon routinière. Autour, des visages professionnels, travailleurs sociaux, juristes, une psychologue, un représentant de la protection de l'enfance regardaient Jean avec une certaine curiosité. Il sentit tout de suite que ces mots n'auraient pas la force des rapports, mais qu'ils pouvaient peut-être rendre visible ce qui n'apparaissait pas entre les lignes. La présidente de la commission, une femme aux cheveux argentés nommée Madame Moreau, l'invita à s'asseoir. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux restaient affûtés. « Monsieur Dubois, nous avons bien reçu votre dossier. Vous nous avez demandé de nous prononcer sur une visite encadrée entre Madame Lefrançois et son fils, Léo. Nous allons entendre les témoignages, puis vous pourrez prendre la parole. » Sa voix était mesurée, elle savait que chaque mot avait un poids. Les témoignages se succédèrent, méthodiques, précis. L'évaluation psychologique fut présentée par un praticien qui décrivit les oscillations affectives d'Amélie, ses périodes de stabilisation, ses rechutes, la nécessité d'un suivi médical rapproché. Nathalie, l'assistante sociale, exposa le cadre administratif, antécédents, placement de l'enfant en famille d'accueil, rapports antérieurs. Isabelle, l'infirmière qui avait écrit la lettre, parla d'images, une femme qui chantait pour calmer des enfants, qui notait des mots doux sur des bouts de papier, qui conservait des traces de tendresse derrière une vie cabossée. Sa voix trembla parfois comme si elle refusait de se contenter d'être neutre face à l'humain. Le représentant de l'accueil familial prit la parole ensuite. Il expliqua la situation de Léo dans son foyer. Un garçon réservé, sensible, qui avait besoin de stabilité. La famille d'accueil était protectrice et craignait que des rencontres prématurées ne désorganisent l'enfant. Ce témoignage fit surgir une réalité irréductible. La protection de l'enfant devait primer et tout geste devait être évalué au regard de son bien-être. Les arguments étaient solides, juridiquement fondés, et la commission les pesait avec rigueur. Jean attendit son tour. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il serrait les feuilles qui composaient les différents éléments du dossier. Il repensa à la chaise de la chambre d'hôpital où Amélie avait tracé un enfant sur une couverture, à la façon dont elle avait murmuré le prénom. Il se rappela la photo de Léo dans sa poche, le reflet d'un sourire dans une lumière d'automne. Il n'était pas un avocat, il venait pour parler comme témoin, comme homme, comme père. Quand la présidente l'invita à s'exprimer, il se leva. Sa voix fut d'abord basse, presque hésitante, puis prit corps au fil des phrases. Il parla d'abord de l'appel de la nuit, des gestes professionnels, mais aussi de la fragilité d'un visage qui n'était pas immédiatement lisible dans les dossiers. Il raconta comment la vue d'un carnet, d'un dessin d'enfant, d'un prénom, pouvait réveiller quelque chose de commun à tous les parents, l'image d'un enfant qui a besoin d'un regard. Il ne négligea pas les risques, il reconnut les raisons qui pouvaient pousser à refuser la visite. Il parla aussi du prix administratif de la compassion, que l'on pouvait demander à ceux qui plaidaient de structurer leur humanité en protocole, en garantie. « Je ne viens pas ici pour briser une décision protectrice, dit-il, les mains posées sur la table. Je viens pour demander que l'on envisage une rencontre encadrée avec toutes les mesures nécessaires. On ne demande pas à retourner l'enfant à une situation non garantie, on propose une fenêtre contrôlée, préparée et évaluée. Parfois, un dernier regard peut être un acte de réparation, pas un remède ni une promesse, juste un instant qui aide à refonder quelque chose. Il sentit quelques regards se tendre, d'autres semblaient l'écouter avec bienveillance. Un membre de la commission posait une question. Comment garantir la sécurité affective de l'enfant ? Jean exposa le plan qu'il proposait. Une visite courte, dans une salle neutre et adaptée, en présence d'au moins 2 professionnels, avec un accompagnement préparatoire pour l'enfant et pour la mère, et une évaluation juste après la rencontre. Il proposa aussi un contingent d'entretien complémentaire où Amélie engagerait un travail de stabilisation si la rencontre se révélait bénéfique.
Ces propositions n'étaient pas des preuves, elles étaient des tentatives de conjurer le refus par la mise en place de protection. Le débat fut long. Des voix s'élevèrent pour rappeler que l'émotion ne devait pas primer sur la protection. D'autres rappelèrent que la dignité humaine mérite parfois des marges, des permissions ponctuelles, qui n'obligent en rien la suite. On parla d'analyse, d'étapes, de conditions. On interrogea la famille d'accueil, qui manifesta son inquiétude en phrases posées, sans dramatisation. Ce qu'elle voulait, c'était d'abord la sécurité de Léo. Le représentant de l'hôpital souligna les progrès d'Amélie, mais aussi la nécessité d'un suivi continu. À l'extérieur, dans la cour, quelques personnes s'étaient massées pour écouter. Quelques-uns venaient en soutien, d'autres trouvaient qu'on allait trop loin. Mais la commission, après des heures de délibération, adopta une posture nuancée. Elle donnait un avis favorable à une rencontre limitée et strictement encadrée, assortie d'un protocole détaillé. La décision serait soumise pour l'officialiser à la signature d'un juge des enfants via une procédure accélérée. Il ne s'agissait pas d'une passe-droit, mais d'un dispositif expérimental conçu pour répondre à l'urgence humaine tout en préservant les garanties. Quand la décision tomba, Jean sentit un mélange d'épuisement et de soulagement. Il remercia celles et ceux qui avaient accompagné son initiative. Nathalie posa une main sur son bras, un geste discret qui signifiait à la fois reconnaissance et prudence. « On avance par petits pas », murmura-t-elle. « Nous allons préparer la rencontre, et surtout préparer Léo. » La préparation fut minutieuse. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une succession de rendez-vous et de rituels administratifs. Rendez-vous avec l'avocat de la famille d'accueil, consultation pour vérifier la stabilité psychiatrique d'Amélie, séance de préparation pour l'enfant avec un psychologue familiarisé avec les séparations et les retrouvailles. Claire contribua elle aussi en tenant à l'écart Léo des débats publics. Elle le protégea des discussions d'adultes, expliquant avec des mots simples que certaines personnes avaient besoin de temps et d'aide, et que l'on ne se mêlait pas de ce qui ne les regardait pas. Amélie, de son côté, accueillit la nouvelle avec des émotions confuses. Elle souriait comme si elle avait peur de ne pas y croire. Dans sa cellule médicalisée, elle écrivait des lettres en brouillon, préparant des mots simples. Elle lut des albums d'images, relut des souvenirs, la première poussée de Léo, la nuit où il avait dit « maman » pour la première fois, le son d'un rire qui lui revenait comme un écho. Elle passa des heures à se préparer, non pour convaincre, mais pour être prête. Elle comprit que le temps qu'on lui donnait serait court et qu'il faudrait le rendre vrai. La famille d'accueil, prudente, accepta finalement la démarche. Elle voulait être sûre que Léo ne serait pas désorganisé. Elle demanda que la visite ait lieu dans un lieu neutre, sous surveillance d'un éducateur, avec la possibilité d'interrompre si le moindre signe de détresse apparaissait. Toutes les conditions furent consignées par écrit. C'était un dispositif strict, sans concession, mais il ouvrait une porte. La veille de la rencontre, Jean revit la chambre d'hôpital en pensée, la couverture froissée, le dessin d'enfant, la voix d'Amélie qui avait dit Léo. Il se leva tôt, prit un café, vérifia une dernière fois les éléments du dossier. Marc l'appela pour lui souhaiter bonne chance. Sa voix, au départ distante, avait évolué en un mélange d'ironie et d'encouragement. « Fais-le proprement, dit-il, et reviens à la maison pour dîner. » La phrase était une façon de dire « Nous sommes ensemble, malgré tout. » La salle de visite choisie était petite, baignée d'une lumière douce, décorée comme une salle d'accueil pour enfants. Des fauteuils confortables, des peluches, des livres. Un paravent séparait la salle du couloir. Il y avait un petit plateau avec de l'eau, des mouchoirs, un set de crayons et de feuilles. L'équipe présente comprenait la psychologue de l'enfant, un éducateur, la représentante de l'accueil familial et 2 personnes de l'hôpital pour assurer la sécurité médicale. Personne n'était de trop, chacun avait un rôle précis. Léo entra en retenue, la main de la femme qui l'accueillait serrée dans la sienne. Le garçon tenait un caillou brillant dans sa poche, une habitude qu'il avait prise pour collectionner les petites merveilles. La psychologue lui parla doucement, posa quelques jeux simples, évaluant son niveau d'anxiété. Puis elle fit semblant d'oublier une question, pour voir si l'enfant répondrait spontanément. Léo dessina des points. Son regard, parfois, cherchait la présence rassurante de la femme du foyer. Amélie arriva ensuite, escortée par le personnel médical. Elle semblait plus fragile qu'il ne l'aurait imaginé en images ou en dossier. Son regard balayait la pièce, cherchant un lieu d'attache, comme on cherche une rive après une longue traversée. Quand elle posa les yeux sur Léo, ses traits se resserrèrent.
Une joie intense mais contenue, la peur de rompre quelque chose d'essentiel. Elle s'assit doucement, sans geste brusque, les mains serrées sur un petit mouchoir. Les professionnels placèrent les distances et les sécurités. La salle était studieuse, attentive, prête à intervenir si nécessaire. Le temps sembla se dilater et en même temps se comprimer en cet instant. Ni l'enfant ni la mère n'avaient de mode d'emploi pour une situation qui était à la fois ordinaire et extraordinaire. La psychologue proposa un jeu simple, dessiner un paysage ensemble. Les crayons circulèrent. Léo dessina une rivière, des cailloux, des oiseaux. Amélie dessina des mains qui cueillaient des tomates. Ils parlèrent peu. Parfois, un silence s'installait, puis un mot jaillissait, une anecdote courte sur un oiseau qui s'était approché d'eux, un souvenir d'une chanson. Il n'était pas question de refaire le passé, il s'agissait juste d'être là, en présence, de permettre à une membrane éphémère de se former entre deux personnes. La première vraie parole d'Amélie fut un regret contenu, un « je suis désolé », sans volonté de dramatiser, plus une reconnaissance d'une distance qu'elle n'avait pas su combler. Léo la regarda sans colère. Il semblait plus curieux qu'accusateur. À un moment donné, il sortit le caillou brillant de sa poche et le plaça doucement sur la feuille, comme une offrande. Amélie sourit, un sourire qui ressemblait à une prière. Elle caressa la main de Léo très légèrement, sur le dos, un contact bref, mesuré. Le geste dura une seconde infinie. Les professionnels observaient, prêts à intervenir, mais il n'y eut pas de crise, il n'y eut pas de déchirure. Il y eut une rencontre, fragile, protégée. Après quelques minutes, la psychologue fit signe de conclure. La rencontre prit fin comme on referme un livre qu'on a aimé, en douceur, pour en garder la mémoire intacte. Léo quitta la salle main dans la main avec la femme d'accueil, le caillou serré dans son poing. Amélie resta un instant, reprenant son souffle. Pour elle, ces quelques instants valaient plus que n'importe quelle lettre d'acquittement. Elle remit un petit carnet à la psychologue, un carnet où elle avait écrit des petites chansons, des morceaux d'amour. Pour qu'il sache, si un jour il veut lire, qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait. La psychologue hocha la tête, émue. La sortie se fit dans la retenue. Les professionnels échangèrent des regards. La plupart respirèrent un soupir de soulagement. La famille d'accueil, après une première inquiétude, admit que l'enfant n'avait pas semblé perturbé. Ils restèrent vigilants, comme convenu, et acceptèrent de participer aux évaluations ultérieures. Amélie, conduite en service, avait le visage mouillé. Elle avait pleuré, mais c'étaient des larmes de soulagement plus que de douleur. Ce soir-là, Jean rentra à la caserne chargé d'un sentiment étrange. Il avait été l'initiateur d'un processus et l'un des témoins d'un moment. Il ne savait pas si la rencontre ouvrirait un chemin durable pour Amélie, ni si les décisions administratives à venir iraient dans un sens plus large. Mais il avait vu, pour la première fois, la possibilité d'un geste qui n'était ni naïf ni dangereux, mais circonscrit et responsable. Les retombées ne furent pas seulement intimes. L'histoire, transmise par les professionnels et relayée localement, commença à susciter des réactions. Une partie de la population applaudit la décision prudente. D'autres critiquèrent la commission pour ce qu'ils considéraient comme une entorse aux règles. Des voix anonymes sur les réseaux sociaux reprirent des éléments tronqués pour en faire un jugement définitif. Mais, au milieu de ce brouhaha, des messages plus simples arrivèrent. Des voisins, reconnaissables, envoyèrent des mots d'encouragement. Une association de quartier proposa une aide pour Amélie si elle souhaitait travailler une réinsertion. Une enseignante locale offrit des cours d'alphabétisation pour adultes. Ces réponses montraient que la rencontre, au-delà du cas individuel, avait activé des chaînes de solidarité. Jean sentit aussi les conséquences personnelles. Son acte l'avait placé dans une zone de visibilité. Certains collègues le jaugeaient encore avec réserve. Il y eut des rapports administratifs où l'on questionnait la pertinence de son engagement extra-professionnel. Mais il y eut aussi, dans l'ombre, des collègues qui l'admiraient en silence, qui voyaient en ce geste un rappel de ce que signifiait être au service des autres au-delà de la technicité. Marc, qui d'abord avait ironisé, finit par dire, en aparté, « Tu as pesé chaque pas, ça fait la différence ». Ces paroles valaient pour Jean autant que n'importe quelle reconnaissance officielle. Amélie, encouragée par ce premier contact, entreprit un parcours de soins plus assidu. Elle accepta des rendez-vous réguliers avec un psychiatre et participa à des ateliers animés par une association de réinsertion. Elle gagna en constance, ses rechutes devinrent moins fréquentes. Elle écrivit, petit à petit, des lettres à Léo,
des mots simples et sincères, qu'elle laissait à la psychologue pour qu'ils soient transmis si, un jour, l'enfant le voulait. La dignité qu'ont certaines personnes de continuer à espérer, même quand tout semble défavorable, se traduisit en gestes ordinaires. Une présence à une réunion de groupe, une participation à un cours de cuisine collective, l'emprunt d'un livre. Ces petites choses n'étaient pas des miracles, elles étaient des réparations lentes. La commission, de son côté, transforma ce cas en une réflexion plus large. On organisa des rencontres pour discuter des modalités de visites encadrées, on mit en commun des protocoles, on vint avec des propositions de suivi à long terme. Ce petit dossier individualisé devint, contre toute attente, un objet pilote pour améliorer des pratiques. On commença à penser à des solutions plus humaines sans sacrifier la sécurité des enfants. C'était un glissement discret mais réel. Des barrières administratives, quand on les confronte à des visages, peuvent parfois se transformer en routes plus souples. La famille d'accueil, au fil des semaines, se montra plus ouverte à un renouvellement progressif des contacts, à condition que le psychologue confirme une évolution favorable chez l'enfant. Ils participèrent à des séances où l'on parlait sans dramatiser, des attentes, de la nécessité de garder un cadre protecteur. Le petit Léo, pour sa part, continuait à ramasser des cailloux brillants, innocemment. Il apporta un jour une pierre à Claire, qu'il arrangea avec soin dans sa poche, la regardant comme on regarde une promesse fragile. Jean, lui, reprit sa routine de pompier, mais avec une conscience accrue de la part de cœur que comportait son métier. Les interventions ne s'enchaînèrent pas toutes dans le même registre. Certaines nuits, il répondait à des incendies, d'autres à des accidents de la route. À chaque fois, toutefois, il se souvenait de ce regard d'enfant, de la petite main qui avait touché le papier, du caillou qu'on offrait comme preuve d'un lien. Les gestes techniques restèrent essentiels, mais il avait appris que la compassion pouvait se structurer, qu'elle pouvait se traduire en procédures rigoureuses et en principes partagés. Il y eut des moments d'épreuve. Une rechute d'Amélie força une réévaluation. Un commentaire haineux sur un forum relança des débats publics. Jean dut répondre à des demandes d'explications au sein de la caserne, il écrivit des mémos, il assista à des réunions. Il ne chercha jamais à absolutiser ce qu'il avait fait. Il disait la vérité. Il avait proposé une voie, il avait aidé à l'organiser, il avait veillé à la sécurité. Il n'avait pas promis une réconciliation totale, ni une réparation complète de ce que la vie avait brisé. Les mois passèrent. Un rapport de suivi, rédigé par la psychologue et l'équipe du service de protection de l'enfance, conclut à une évolution favorable de l'état d'Amélie, sous réserve d'un accompagnement soutenu. Léo restait stable, affectueux sans exubérance. Le dispositif d'échange fut prolongé. Des rencontres régulières, d'abord encadrées, puis, si les observations le permettaient, des moments de contact un peu plus libres. Personne n'eut la naïveté de croire que tout cela ferait disparaître le passé. Mais chacun pouvait reconnaître qu'une existence amincie par la marginalisation avait trouvé, grâce à la détermination collective, quelques appuis qui la rendaient moins fragile. Un soir, alors que la caserne somnolait après un long après-midi d'exercice, Jean se tenait sur la terrasse, regardant les toits. Claire le rejoignit, une tasse de thé entre les mains. Léo jouait dans la chambre. Ils se parlèrent peu, mais leurs mains se cherchèrent. « Tu as bien fait, » dit-elle simplement. « Pas parfait, juste bien. » Il sourit, fatigué. Être un homme d'action comporte parfois d'accepter les zones d'ombre, d'assumer que les gestes ne sont jamais des certitudes, mais des tentatives. Amélie, quant à elle, commença à fréquenter une salle municipale où l'on organisait des ateliers créatifs. Elle s'y reconnut peu à peu, apprenant à gérer ses émotions par la création, par l'écriture de petites choses qu'elle offrait à ceux qui voulaient les lire. Elle gardait des rendez-vous réguliers avec la psychologue qui constatait, avec prudence mais encouragement, des progrès. Elle n'évita pas les rechutes, mais elle apprit progressivement à demander de l'aide avant que la chute ne soit totale. La communauté locale, à son échelle, ne devint pas miraculeusement plus indulgente. Mais certaines personnes changèrent de posture. Des bénévoles s'inscrivirent pour accompagner des démarches administratives. Un éducateur scolaire proposa d'organiser des temps où les enfants pourraient rencontrer différentes formes de familles pour dédramatiser les différences. Ce fut modeste, mais cela montra que la décision prise pour un cas particulier pouvait irriguer des pratiques plus larges.
1 an plus tard, la relation entre Amélie et Léo avait évolué en douceur. Les rencontres devenaient plus sereines, les professions rapportaient des signes positifs. La commission suivit le dossier et maintint le dispositif en l'adaptant au fil des évaluations. La famille d'accueil, qui au départ avait été très sceptique, reconnut la valeur d'un cadre bien établi. Ils acceptèrent d'ouvrir progressivement la communication avec la mère, non pas pour effacer le passé, mais pour donner une chance à un présent qui puisse, avec prudence, accueillir l'autre. Jean contempla parfois l'idée qu'un seul appel, une nuit, avait déclenché une série de décisions et de mouvements qui dépassaient largement sa personne. Il avait répondu à un signal, puis avait décidé de ne pas se contenter d'être témoin. Il avait articulé sa compassion en procédure légale et en partenariat avec des professionnels. Ce n'était pas un acte héroïque, c'était une suite de petits engagements précis assortis de garanties. C'était, d'une certaine manière, la traduction pratique d'une foi minimale en l'autre. Il ne tarda pas à comprendre que la véritable transformation ne venait pas d'une décision isolée, mais de la capacité de plusieurs acteurs à dialoguer, services, familles, professionnels, bénévoles. Le système, souvent perçu comme implacable, avait accepté, pour une fois, de laisser un espace à l'humanité. Ce n'était pas un renoncement aux règles, c'était une adaptation raisonnée d'elles pour répondre à une urgence humaine. La fin de l'histoire n'est pas un épilogue de conte, mais une étape mesurée. Léo grandit avec un caillou brillant dans sa poche et un carnet conservé par une psychologue. Amélie poursuivit son chemin, soutenue par des rendez-vous réguliers et des activités qui lui rendaient un rôle social. Jean continua son métier, toujours prêt à intervenir, avec cette nuance de plus. Il savait que ses gestes pouvaient se prolonger hors des interventions d'urgence, dans une habitude de veiller à l'humain quand il se présente, vulnérable, au bout du fil. Un soir d'automne, quelques mois après la première visite, la commission organisa une rencontre publique pour partager les enseignements tirés de ce dossier pilote. L'intervention de Jean fut brève et sincère. Il parla de l'équilibre à trouver entre règles et compassion, de l'importance de construire des dispositifs sérieux pour encadrer la solidarité. Il parla aussi de la fragilité d'un geste. Quand on ouvre une porte, il faut des charnières solides, dit-il. Ces mots furent accueillis avec un mélange de respect et d'interrogation. Ils n'éteignirent pas les débats, mais ils les enrichirent. Amélie assista, humble, à cette rencontre. Elle regarda la salle et vit des visages qui symbolisaient la possibilité d'un autre rapport à la société. Non pas une condamnation éternelle, mais des chemins de réparation. Elle prit la parole à la fin, hésitante, pour remercier ceux qui avaient permis un seul regard. Ses mots furent simples. « J'ai eu peur de ne jamais revoir mon fils. Ce geste encadré m'a donné une chance de me tenir debout à nouveau. Je ne demande pas de pardon, juste la possibilité d'apprendre. » La salle applaudit sobrement. L'applaudissement n'était pas un verdict, mais un signal de reconnaissance de l'effort collectif. Les discours qui suivirent restèrent mesurés. Des propositions pour mieux structurer les visites encadrées, des recommandations pour améliorer la formation des équipes, des appels à créer des dispositifs destinés aux mères en situation de fragilité. Ce petit dossier avait, sans dramatisation, fait bouger quelques lignes. La dernière image que l'on garde de cette histoire n'est pas un coup de théâtre, mais un geste ténu et profond. Léo, plus grand d'1 an, glissant son caillou dans la main d'Amélie comme en transmet une clé. Elle le serra, puis le posa contre son cœur. Il n'y eut pas de grande déclaration, juste un échange qui disait qu'une relation peut être bâtie en morceaux, patiemment, et que parfois un simple contact signe le début d'un chemin. C'était fragile, c'était bois. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que d'autres voient combien un geste encadré et responsable peut préserver la dignité de personnes marginalisées sans mettre en danger ceux qu'il faut protéger.